Alors, Jacques Bainville, en fait, est né en 1879 dans une famille, effectivement, de bourgeoisie moyenne, ce qu'on appelle la bourgeoisie moyenne. C'est très important dans son parcours intellectuel, notamment en tant qu'économiste, parce que Jacques Bainville sera un économiste aussi. Il commettra régulièrement plusieurs articles de presse dans le monde économique, et l'importance de la classe moyenne dans l'histoire de France, pour lui, est une constante extrêmement importante. Donc, son père est républicain, je ne sais plus s'il a été baptisé, je crois qu'il a été baptisé parce que sa mère était catholique. Son père était un ami de Camille Pelletan, donc socialiste, et visiblement il a prêté son hangar, puisqu'il avait un hangar qui lui permettait de stocker du bois. Il avait une petite entreprise de bois, de vente de bois, puisqu'à l'époque on se chauffait avec le bois, qui marchait bien, et ce qui a permis d'ailleurs à la famille de se déplacer à Paris et de vivre ensuite à Paris. Et donc ce hangar a servi à un moment à ce qu'on appellerait un meeting, une des réunions de Camille Pelletan. Bainville vit à une époque, si vous voulez, où on vit non pas dans le culte de l'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est le pays la Prusse, qui a gagné la guerre. Pas encore l'Allemagne, mais c'est la Prusse qui a gagné la guerre. Et cette Prusse est dans toutes les consciences. C'est le professeur allemand qu'il faut imiter. Et c'est pour cette raison que Bainville souhaitera aller en Allemagne. En tous les cas, ses parents l'enverront là-bas. Alors Bainville, en fait, va en Allemagne effectivement en séjour, ce qu'on appellerait les Erasmus aujourd'hui, ni plus ni moins, et il va se prêter un peu à des travaux de traduction aussi qui seront assez intéressants. Il publiera, je crois, il traduira toute une histoire de l'art qui n'existait pas en langue française, mais il lit aussi des auteurs français sur l'Allemagne pour mieux la cerner. Il visite en fait la Bavière sous l'influence du livre de Barès, L'ennemi des lois. Et il est très marqué par ce livre, il est très marqué par sa visite en Bavière, si bien qu'il décide de se lancer, alors qu'il n'a pas 20 ans, dans l'écriture d'une biographie historique. C'est absolument incroyable de se dire qu'un garçon qui n'a pas 20 ans se lance de cette façon dans l'écriture d'un tel livre, et pourtant il s'y attache très sérieusement, puisqu'il va aborder l'œuvre de Barès, l'œuvre de Louis II de Bavière, le personnage plutôt sous un angle psychologique. Et ça, c'est une nouveauté. Enfin, ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est une méthode historique qu'il hérite de Sainte-Beuve, des fameux portraits de Charles-Augustin Sainte-Beuve. Et ça, c'est très important, on retrouve la même influence chez Maurras. Donc ce qui intéresse Bainville, c'est le personnage, le pourquoi et le comment de ses actes, ni plus ni moins. Il voit au fond que le métier de roi est un métier comme un autre. Et il revient d'Allemagne royaliste. Alors il revient d'Allemagne royaliste dans un contexte quand même qui est assez particulier, qui est la division française autour de l'affaire Dreyfus. Bainville est un Dreyfusard sur le plan judiciaire. En revanche, c'est un anti-Dreyfusard sur le plan politique. Il pense que les divisions consécutives à l'affaire Dreyfus seront absolument dramatiques dans l'opposition qui existe entre d'une part la France et d'autre part l'Allemagne. Alors il va voir Barès, il lui montre son livre, il lui dédicace son livre, mais il dit à Barès, écoutez, je suis royaliste, et Barès l'envoie rencontrer Charles Maurras. Alors, en fait, la rencontre avec Maurras est une rencontre qui a lieu au Café de Flore. On présente Jacques Bainville à Maurras, et Bainville lui dit immédiatement voilà, je suis royaliste. Donc, en quelque sorte, la conversion bainvillienne au royalisme précède la rencontre avec Maurras. Bien évidemment, Bainville lit Maurras, il lit trois idées politiques. Chateaubriand, Sainte-Beuve et Michelet.
c'est dans le mauvais sens, peu importe, et il découvre en fait tout le mal, en tous les cas du point de vue maurassien, qu'ont fait Chateaubriand à l'histoire et Michelet à l'histoire de France. En revanche, il porte au pinacle Sainte-Beuve et, je le disais tout à l'heure, toute l'influence dans l'analyse politique, l'analyse psychologique, vient de Charles-Augustin Sainte-Beuve. Donc il y a une sorte de filiation intellectuelle commune entre Maurras d'une part et Bainville d'autre part. Maurras demande à Bainville, alors qu'il a 20-21 ans, de participer à la fameuse enquête sur la monarchie. C'est très intéressant parce que cette enquête sur la monarchie, qui est un des classiques de la pensée politique française, eh bien cette enquête sur la monarchie, Bainville n'a pas froid aux yeux, il répond, il donne son sentiment. Et il donne beaucoup de choses, notamment, beaucoup d'idées, notamment sur le plan économique, mais l'idée peut-être la plus importante à mes yeux, c'est cette idée de transmission. Il est nécessaire de transmettre de façon pédagogique au plus grand nombre les idées, et cette idée essentielle qui est que ce sont les rois qui ont construit la France et qui ont fait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Bainville vient à la politique étrangère un peu à reculons. Il a travaillé sur l'Allemagne, puisqu'il est bien évidemment familier des choses allemandes. Il est polyglotte, il parle l'italien, il parle l'espagnol. Bon, il connaît très bien le latin, donc évidemment ça aide la connaissance de ces langues latines, ce qui lui permet d'avoir une vision généraliste, et ça c'est très important. Au quotidien, Bainville il ne se levait pas le matin, il restait dans son lit et il commençait par lire la presse internationale. Donc afin de voir, si vous voulez, la vision espagnole, la vision italienne, la vision anglaise, puisqu'il parlait anglais évidemment, la vision allemande, et enfin la vision de ses collègues français. Donc Bainville va à la politique étrangère à reculons. Pourquoi ? Parce que au début, si vous voulez, en 1908, quand l'Action française devient quotidienne, il est chroniqueur, il est nommé par Maurras, chroniqueur de politique étrangère. Bon, la politique étrangère ne domine pas, loin de là, les débats. Il a écrit un ouvrage en collaboration avec le marquis de Roux sur l'influence allemande dans la création de la Troisième République. En gros, sa thèse, c'est de dire que l'Allemagne a voulu une république en France pour pouvoir affaiblir et mieux dominer la France dans son dessein géopolitique. Donc c'est une thèse qui est assez intéressante, qui sera reprise d'ailleurs par l'analyse géopolitique américaine en partie. Et cette thèse, en fait, il la développe au tout début du siècle, et il commence à s'intéresser à la politique étrangère un peu par la petite porte, mais il développe ses connaissances et sa plume commence à être connue, bien évidemment, dans le milieu. Et surtout, la guerre des Balkans aidant, sa chronique de politique étrangère fait qu'elle devient un article absolument incontournable de la scène politique parisienne. Donc il fait ses armes, et surtout ce qui le distingue, c'est la place de l'histoire dans ses critiques. C'est-à-dire que, et c'est là que situe le fond de l'œuvre bainvillienne, c'est que l'histoire est là pour nous éclairer. Elle est là pour nous éclairer, pour mieux nous aider à comprendre le présent et à envisager l'avenir, à prévoir l'avenir. Il y a des permanences, il y a des constantes, il y a des lois dans l'histoire, je pense qu'on y reviendra, mais Bainville, ce qu'il distingue, c'est vraiment ça. Ce qui distingue sa plume, c'est de placer l'histoire dans son analyse de politique étrangère, et c'est ce qui lui fait dire en 1914, alors que tout le monde disait que la guerre était courte, il disait non, la guerre sera longue, et il avait raison. Nous sommes dans une période, il y a plusieurs périodes historiographiques sous la Troisième République. Au début de la Troisième République, il y a une vraie volonté d'unité
moi j'ai passé ma thèse de doctorat dans l'amphi Louis Liard, il y a un portrait de Richelieu. C'est un symbole de cette unité nationale, c'est-à-dire que la République prend l'ensemble de son passé. Sauf que les années passent, il y a un sentiment anti-royaliste qui se développe, il y a un sentiment anti-catholique qui se développe, et dans le monde universitaire, eh bien, la monarchie est, du point de vue de l'Action française, déconsidérée. Et donc l'objectif de l'Action française, c'est de rétablir, ni plus ni moins, la balance, de rééquilibrer la balance entre ces historiens républicains, progressistes, qui voient l'histoire comme un progrès éternel, et donc d'expliquer que les choses sont un peu plus compliquées que cela. Et je pense que Bainville a raison de souligner le fait que, au fond, l'histoire est... Alors, pour lui, elle est cyclique. Je pense, de mon point de vue aussi, qu'elle est cyclique, c'est-à-dire que selon le point de vue duquel on se pose, eh bien, il y a des périodes de renaissance et il y a des périodes de décadence. Et ça, c'est un élément essentiel de sa pensée. Et donc, au sein de l'Institut d'Action française, que va-t-il faire? Au sein de l'Institut de l'Action française qu'il va diriger un temps, avant-guerre, eh bien, il va s'occuper de l'histoire, et ce qui domine à l'époque les temps, c'est la relation franco-allemande. Et en fait, l'Institut d'Action française va l'amener au fur et à mesure à écrire, et cette écriture va le pousser à rédiger ce qu'on appelle l'histoire de deux peuples, et surtout l'histoire de trois générations. Les trois écoles que sont l'école romantique, l'école positiviste et l'école marxiste, alors je ne vais pas dire qu'elles dominent l'historiographie à l'époque, l'historiographie marxiste par exemple la dominera beaucoup plus tard, elle n'en est qu'à ses balbutiements. En revanche, l'historiographie romantique est plus une historiographie du passé. Quand on se place à l'époque de Bainville, c'est Chateaubriand, c'est Michelet qui fait de la pensée. Maurras disait de Michelet, il fait de la pensée avec son cœur. Et puis il y a une dimension idéologique, bien évidemment. Alors on vous a à juste titre, les ennemis de l'Action française vont lui reprocher d'avoir aussi une option idéologique, qui est une option pro-monarchiste. Mais encore une fois, son objectif était de rééquilibrer une balance qui ne l'était pas. Puisque l'historiographie positiviste, pour le coup, scientifique, eh bien, en quelque sorte boudait la monarchie. Elle s'inscrivait dans ce mouvement, au fond, positiviste, de voir ce progrès, mais c'est pas le seul, là. Enfin, il n'y a pas que l'historiographie, il y a aussi Tocqueville, la pensée politique tocquevillienne, qui est très importante au XIXe siècle et qui se montre ce mouvement vers l'égalitarisme. Donc vous avez tous ces mouvements politiques, sociologiques, historiques, contre lesquels, au fond, se plaçait l'Action française, même si les choses sont un peu plus compliquées que la façon dont je peux vous les traduire. Là, on sait que Auguste Comte, positiviste, influence Maurras. Maurras pense la monarchie comme un théorème, et on peut dire que Bainville pense aussi, même si ce n'est pas un penseur politique au sens, c'est pas un théoricien politique au sens propre, il pense aussi la monarchie avec logique. Il cite toujours Marcel Samba, faites la guerre, sinon faites un roi, sous-entendu, si vous voulez éviter la guerre, faites en sorte d'avoir une politique étrangère qui s'inscrit dans la continuité, et pour inscrire cette politique étrangère dans la continuité, la meilleure façon est d'avoir un représentant permanent qui s'appelle le roi de France. Est-ce que Bainville fait de l'histoire une science exacte? Je pense qu'il fait de l'histoire une science avec des lois. Il pensait que l'histoire, en fait, était
non pas régis par des lois, mais les hommes, à toutes les époques, disait-il, se ressemblent. Et il était persuadé que l'on repassait par les mêmes chemins par lesquels étaient passés les hommes dans l'histoire. Il y a une phrase d'ailleurs très caractéristique qui montre d'ailleurs le lien aussi, la filiation avec la romanité, c'est que Bainville, comme beaucoup de gens au fond à son époque, estimait que l'Empire romain avait produit tout ce qui pouvait exister sur le plan politique, la démocratie, la république, la dictature, la monarchie, l'oligarchie, tout cela, tout l'Empire romain, toute l'histoire de la République puis de l'Empire romain constituait une sorte de condensé de l'histoire humaine. Et donc, l'idée, en quoi c'est une science ? En quoi Bainville faisait de l'histoire une science ? Eh bien, Bainville disait, et il le faisait un peu dans la tradition du mathématicien Poincaré, donc le frère de Raymond Poincaré, si mes souvenirs sont bons, du président du Conseil. Et l'historien doit aller dans les méandres de l'histoire, exactement comme le médecin ou comme le scientifique évolue dans un hôpital ou bien dans son laboratoire. Il doit faire des tests, il doit peser, il doit mieux comprendre, il doit mieux saisir les événements du passé, voir leurs causes, leurs conséquences, faire aussi ce qu'on appelle le l'Uchronie, l'histoire avec des si. Que se serait-il passé si la Corse n'avait pas été rachetée par la France, que si c'est un exercice qu'avait fait le regretté Jean Dutour, et c'est un exercice aussi que font beaucoup les Anglais, l'historiographie anglo-saxonne, ce qu'on appelle le what if. Donc penser les choses autrement que la façon dont elles se sont passées dans l'histoire. C'est une gymnastique intellectuelle qui est extrêmement difficile et qui suppose aussi, bien évidemment, une connaissance extrêmement importante. Quand je disais tout à l'heure que Bainville commençait par lire la presse allemande, lire la presse espagnole, lire la presse italienne, la presse anglaise, c'est justement pour se mettre à la place de l'autre. Et que fait l'historien ? Eh bien, il se replace dans le contexte de l'époque. Alors, à juste titre, je pense qu'on peut reprocher à Bainville certaines interprétations, voire plusieurs interprétations en histoire médiévale, ça c'est clair. L'histoire des Gaulois, de la Gaule a beaucoup évolué. En revanche, son analyse des temps modernes, du XVIIe, du XVIIIe siècle, du XIXe, sont, à mon avis, extrêmement pertinentes. Tout à l'heure, je disais que Bainville avait prévu que le conflit de la Grande Guerre serait un conflit long. Il le fait il compare ce conflit avec les grands conflits qu'il y a eu au XVIIe et au XVIIIe siècle. La guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, etc. Donc, tout cela, c'est ce qui lui permet, au fond, de déduire par son observation historique les choses. C'est en cela qu'il fait de l'histoire une science. La loi de conséquence est une loi somme toute évidente. Je me souviens d'une phrase de Bainville: que vous fassiez quelque chose en politique ou que vous fassiez rien, il y aura toujours des conséquences. Que si vous dites quelque chose, si vous ne dites rien, il y aura toujours des conséquences. Et donc c'est à l'homme politique de maîtriser les conséquences de ses actes. Il y a aussi l'idée que, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ça n'existe pas. On dépend toujours des générations passées. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure d'une rupture intellectuelle qu'il y a eu, qui place Bainville en quelque sorte en décalage par rapport à son époque et à une nouvelle conception de la géopolitique, mais la loi des conséquences, c'est ce qui lui a permis de comprendre
que la paix de 1919 allait déboucher sur un autre conflit, et il le fait. Il énonce tout ce qu'il va se passer en 1938-1939, enfin non pas 1938, 1936, 1939, donc la remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss, l'invasion de la Tchécoslovaquie, le pacte germano-soviétique, un nouveau conflit entre la France et l'Allemagne. Il le comprend dès 1918, dès 1919, parce que il a une connaissance intime de l'histoire et de ce qu'il appelle les constantes, les permanences dans l'histoire. Première loi, loi de conséquence, loi de dépendance, au fond c'est une loi cousine, c'est celle du fait que nous dépendions des générations précédentes, et enfin il y a la loi d'oubli. Et la loi d'oubli, elle vaut pour tout le monde, elle vaut pour vous, elle vaut pour moi. C'est-à-dire qu'à un temps T, vous pouvez vous intéresser à un sujet. On s'est beaucoup intéressé à Daesh, par exemple, parce qu'on était dans l'émotion, parce qu'il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie, etc. Donc on s'intéresse, on achète des livres, et puis après on oublie. Sauf qu'à l'heure où je vous parle, eh bien Daesh a des réminiscences ici et ailleurs. Sauf qu'on a oublié et on a d'autres préoccupations. C'est ça la loi d'oubli. Et donc la loi d'oubli, c'est au fond ne pas voir, ou bien tout simplement oublier les, je vais pas dire les choses dérangeantes. C'est pas la politique de l'autruche, c'est le propre des sociétés d'oublier. Sauf que l'homme politique est là pour voir ces constantes, pour voir ce que le commun ne voit pas. Si l'homme politique voit uniquement ce que le commun voit, il ne se distingue rien. Il ne se distingue en rien de ce commun. Et c'est pour cela que la politique est un métier. La politique est un métier non pas pour avoir de l'entre-gens, même s'il faut en avoir. La politique est un métier non pas seulement pour savoir parler en public. La politique est un métier parce qu'il faut connaître son histoire, il faut connaître les constantes de la politique, il faut savoir ce qu'est la Chine, il faut savoir ce que sont les États-Unis, comprendre la Russie, etc. etc. Et c'est étonnant de voir que les présidents de la République, quand ils sont élus, il y a des choses qu'ils n'imaginaient pas et des réalités, une fois qu'ils sont au pouvoir, en face desquelles ils se trouvent. Et il y a des hommes qui réagissent plus ou moins bien. Bon, permettez-moi jugement de valeur, mais une sorte d'apathie devant ce qui s'est passé au Bataclan, après, qui a été assez étonnante, et on voit plus un François Hollande spectateur qu'un François Hollande acteur. Je voyais encore un reportage sur cette question, et il se présente vraiment en spectateur et pas en acteur. Et c'est quand même incroyable, alors qu'on attend de lui de la décision, de l'action. Et ça, c'est très important. Et pour Bainville, l'homme politique ne pouvait agir sur le plan de la politique étrangère de façon continue dans un régime démocratique ou bien dans un régime républicain, parce que, au fond, l'homme politique avait le souci de sa réélection. Voilà. Et il ne pouvait pas avoir le souci des peuples de son point de vue. Alors l'histoire de France, c'est 1924. C'est un moment très important parce que on est au lendemain de la guerre. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de peine dans le sens... j'ai dû beaucoup travailler pour comprendre la personnalité de Bainville et de voir l'importance de la Grande Guerre dans sa conception des choses. Il fait partie d'une génération qui est marquée par l'horreur de cette Grande Guerre, même si la Deuxième Guerre mondiale sera pire que cela. Bref, il y a ces gueules cassées, toutes les familles sont touchées par la Grande Guerre. Et il y a un texte majeur avant l'histoire de France, Qu'est-ce que la civilisation, qui est sorti dans la Revue universelle, 1921 ou 1922, où il présente la civilisation comme une fleur fragile. Et il en donne une définition qui est extrêmement forte, qui est liée à ce que lègue le passé.
En fait, c'est un capital, la civilisation, et c'est un capital transmis. Alors un capital, vous pouvez dire, c'est une vision économique, mais non, l'art, la culture, c'est un capital. Quand on voulait réduire le budget de la culture pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a dit non, et on lui a demandé pourquoi, et il a répondu, mais pourquoi croyez-vous que nous nous battons? Voilà. On se bat pour une civilisation, on se bat pour une culture, et en fait, Bainville avait non, je ne vais pas dire ce culte de la civilisation. Il voyait l'importance de cette civilisation et elle s'incarne pour lui. Alors c'est pas la seule France de Maurras, mais la France bien évidemment est au centre des préoccupations de Bainville et elle s'incarne cette France dans son histoire de France. Et en cela, cette œuvre est fragile. En quoi cette œuvre France est fragile? Elle est fragile parce que il montre que au fond la France a été soumise à diverses invasions, mais aussi à des crises intérieures extrêmement graves. Les guerres, je parlais de l'affaire Dreyfus tout à l'heure, mais il y a d'autres crises intérieures, comme par exemple les guerres de religion, comme les périodes de régence, qui sont pour Bainville des périodes de faiblesse. Et donc cette œuvre fragile France s'est construite, elle aurait pu se défaire. Il y a des nations qui se défont. La Pologne s'est défaite, l'Allemagne, il y a eu un Saint-Empire romain germanique, puis ensuite il y a eu les Allemagnes, puis ensuite l'Allemagne s'est reconstituée. L'Italie était une nation divisée en différents petits États qui se reconstruisent à la fin du 19e siècle. Eh bien, il aurait pu très bien se passer exactement la même chose de la France. Et donc, il faut replacer l'histoire de France dans ce contexte du lendemain de la Grande Guerre, de cette œuvre qui est absolument à préserver, alors que la France a été envahie, alors que la France avait perdu ses fils, que Bainville avait perdu des amis, des collègues et des gens de sa famille, comme toute personne en France à l'époque. Réhabiliter la monarchie française, c'est l'histoire de France. Mais au-delà, alors on parle beaucoup de l'histoire de France. L'histoire de trois générations est très importante. L'histoire de trois générations, l'histoire de deux peuples d'abord est très importante. L'histoire de deux peuples, c'est l'histoire des relations franco-allemandes. Et en quoi la monarchie française a su répondre à la menace du Saint-Empire romain germanique d'abord, puis ensuite de la Prusse, ou bien des différentes coalitions autour de la Prusse. Donc Bainville réhabilite la monarchie française en réhabilitant sa politique étrangère, ni plus ni moins. Il le fait avec son histoire de France, il le fait plus précisément dans la relation franco-allemande à travers l'histoire de deux peuples. Et en regard, il montre en quoi, dans l'histoire de trois générations, qui est peut-être son œuvre essentielle, comment le 19e siècle va défaire en quelque sorte la réelle politique des rois de France. Il pense que pour lui, l'archétype du grand ministre, c'est Richelieu, c'est Mazarin, le cardinal de Bernis au XVIIIe siècle, et tous ces ministres qui vont mener la politique étrangère de la France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors on sait qu'après Mazarin, Louis XIV mènera sa propre politique, il n'aura pas de secrétaire d'État, en tous les cas dédié à cette tâche, mais au XVIIIe siècle, et les ministres de Louis XV, mais aussi les ministres de Louis XVI, Vergennes, sont pour Bainville des personnages qu'il faut réhabiliter.
Voilà. Et au fond, il se rend compte que ces gens ne sont absolument pas connus du grand public. On connaît les grandes figures de la gauche, du 19e, du début du 20e siècle, mais on ne connaît pas ces figures de la monarchie qui sont là pour faire leur travail. Et leur travail, c'est de défendre la France. Et ce qu'a montré Bainville, c'est que grâce à la politique de division de l'Allemagne, au moment des traités de Westphalie de 1648, eh bien, Richelieu d'abord, puis ensuite Mazarin, eh bien, la France va se protéger, va protéger ses frontières et va rendre ses frontières inviolables pendant plus d'un siècle et demi. Et cet état de fait va être renversé par la Révolution française. Et donc, il en veut en quelque sorte, il mettait en regard cette longue période avec la période du 19e siècle, de la fin du 18e et du 19e siècle, où la France avait été envahie 3, 4, 5 fois. Bainville n'est pas Maurras, même si il est plus maurassien que Charles Maurras lui-même. Pourquoi il est plus maurassien que Charles Maurras lui-même? Parce que c'est lui qui applique véritablement l'empirisme organisateur. L'empirisme organisateur, c'est la pensée politique qui est héritée de Charles-Augustin de Sainte-Beuve, qui est ce que j'ai exposé tout à l'heure, à savoir que l'histoire est un laboratoire de l'homme politique et l'empirisme organisateur, il s'agit d'être empirique, de comprendre le passé pour mieux déceler et apporter des clés dans la compréhension du présent et mieux voir l'avenir. Donc Bainville n'analyse pas la Révolution française en elle-même, il analyse plutôt l'idéologie sous-jacente à la Révolution. On rappelle quand même que la Révolution développe le nationalisme et elle va exporter le nationalisme, un nationalisme français de gauche, en Europe à travers le principe, ce qu'on appelle le principe des nationalités. Et ce principe des nationalités, il va se construire contre les monarchies, dans un mouvement révolutionnaire, c'est le programme de seconde, si mes souvenirs sont bons, hein, ou première, c'est le fameux printemps des peuples. Et au XIXe siècle, vous avez deux conceptions qui s'opposent au fond. Vous avez d'une part la conception de Michelet, qui porte cette conception révolutionnaire de la nation, et Maurras rejetait cette conception, qui pour lui était une mauvaise conception, et Bainville aussi rejetait cette conception, et une conception qui est plus classique, et que l'on retrouve par exemple dans l'œuvre d'Albert Sorel, qui n'est pas à confondre avec Georges Sorel, ça n'a rien à voir, Albert Sorel, qui est un des plus grands penseurs en termes de politique étrangère, de toute l'époque qui va au fond du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et Bainville est imprégné de la pensée politique d'Albert Sorel. Bainville cite beaucoup Albert Sorel, et donc par exemple, il loue le renversement des alliances, il loue le fait que, alors que l'Autriche n'était pas appréciée par la population française, il loue le renversement des alliances au XVIIIe siècle qui amène la France contre la Prusse entre autres, à se tourner vers l'Autriche, ce qui montre bien d'ailleurs que un roi, il sait s'opposer aux sentiments de ses peuples en voyant l'intérêt, tout simplement, à un moment donné, du fait qu'il y ait une nouvelle puissance émergente qui s'appelle la Prusse, et que cette Prusse constitue un danger potentiellement pour la France. Donc, en fait, Bainville, sa conception de la Révolution, sa vision de la Révolution, c'est qu'il lui reproche au fond sa dimension idéologique, ni plus ni moins, et il oppose à cette dimension idéologique une pensée pragmatique, une pensée réaliste, ce que les Allemands appelleront la réelle politique, qui est héritée de Richelieu.
Oui, le processus de... En fait, c'est le livre ici, référence de Bainville, c'est son histoire de 3 générations. C'est le livre le plus essentiel, je pense, pour ceux qui veulent découvrir sa pensée politique en matière de relations internationales. Il faut lire ce livre. Et ce livre montre bien que ce qu'il appelle le mémorial de Sainte-Hélène, voilà, Napoléon laisse un héritage qui est ce principe des nationalités. Ce principe de nationalité va se développer tout au long du 19e siècle et il y a un pays qui va en bénéficier, c'est au fond l'Allemagne. L'Allemagne, même si bien évidemment la monarchie allemande, enfin l'empire allemand qui va renaître de ses cendres a une base prussienne et on imagine qu'à l'époque ni Bismarck ni les Hohenzollern se considéraient comme des révolutionnaires, mais toujours est-il qu'ils ont bénéficié de ce mouvement national. Ce mouvement national existait dans différentes, voilà, dans différentes parties de l'Europe. Il a échoué au XIXe siècle en Autriche, enfin dans toute la partie de l'Empire austro-hongrois. En revanche, en Italie, il a pu s'épanouir. Alors, il y a une sorte de... Bainville est un peu pris à défaut d'ailleurs sur l'Italie, parce qu'il critique le principe des nationalités, mais finalement l'unité italienne, il s'en contente, et d'ailleurs il sera pendant la guerre, il ira en Italie pour voir et un peu sonder l'Italie. Il en tirera un livre qui s'appelle La guerre et l'Italie, et pour lui il est important que l'Italie se mette aux côtés de la France et de l'Angleterre contre l'Autriche et l'Allemagne. Mais donc ce principe des nationalités arrive à son apogée au moment il est inscrit en fait dans les 14 points du président Wilson. Clémenceau disait que Wilson l'embêtait bien avec ses 14 points, alors que Dieu avait défini que 10 commandements. Bainville rejette ce wilsonisme, qui est voilà, cette idée de, non pas de génération spontanée, parce que c'est un terme un peu vulgaire et qui serait anachronique, mais qui consiste à créer un nouvel ordre international fondé sur les nations, alors que Bainville estimait que il y avait un principe d'équilibre avant qui existait en Europe, qui a été mis à mal par les traités de 1919, et c'est ce qui a amené par exemple un Benoît XV à dire qu'il faudrait bien se résigner à conclure que la carte de l'Europe en 1919 a été construite par un fou. Et finalement, la division de la Tchéquie et de la Slovaquie, il y a une vingtaine d'années, si mes souvenirs sont bons, au fond, c'est une longue conséquence de ce qui s'est passé en 1919. Alors, là où Bainville, en fait, a ses limites, malgré tout, c'est que il a eu raison, puisque en 1919, il annonce tout ce qui se passe en 1939. Mais la conception politique internationale qui est chez Wilson va être remise à nouveau en exergue au sein de l'Organisation des Nations Unies. Donc l'Organisation des Nations Unies va remplacer la Société des Nations, et cette conception des relations internationales, eh bien, du wilsonisme va triompher d'une certaine mesure. Alors c'est un peu... il y a un paradoxe, parce que Bainville a raison, tout en ayant tort. Il a raison parce qu'il voit la logique de tout ce qui se passe, et il voit la Deuxième Guerre mondiale, mais malgré tout, sa pensée politique a ses limites, parce que sa pensée politique reste une pensée qui est héritée, on l'a vu, du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, du XVIIe avec Richelieu jusqu'à Albert Sorel, XIXe siècle. Et cette pensée va être mise à mal par la nouvelle conception des relations internationales qui va être développée au sein des institutions supranationales. La question anglaise, c'est une question intéressante, parce que
c'est là où on voit que Maurras influence Bainville sur le plan de la pensée politique, l'empirisme organisateur, etc. Même si, quand il rencontre Maurras, ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'était déjà converti à la monarchie, mais sur la question anglaise, on peut dire que entre Kiel et Tanger, qui est l'œuvre de politique étrangère de Maurras, et l'importance de l'alliance anglaise pendant la Grande Guerre, un chemin est réalisé. Ça c'est évident, et je pense que ce chemin est réalisé. Je suis intervenu dans un colloque sur cette question, l'influence de Bainville sur Maurras en matière de politique étrangère, et elle est essentielle sur l'Angleterre. Ça c'est une évidence, même si l'un et l'autre, et Bainville et Maurras, continueront de critiquer la perfide Albion dans sa volonté de maintenir l'unité allemande en 1918. Ça c'est évident. Il y a aussi toute la critique d'un des députés anglais, Norman Angell, que l'on voit dans son livre Les conséquences politiques de la paix, si mes souvenirs sont bons, de Bainville. Bon, Norman Angell, voilà, c'est la paix perpétuelle de Kant. Voilà. Alors Norman Angell a écrit un livre, si mes souvenirs sont bons, c'était juste avant la guerre, où il disait que la guerre serait impossible en Europe, donc avant 1914, où il soutenait la chose parce que voilà, la guerre allait coûter trop d'argent pour les peuples et les États et les nations, et donc il serait impossible aux États et aux nations de mener des guerres. Et en fait, Norman Angell se trompait. Sauf qu'il a remis le couvert entre les deux guerres, et il y a une filiation entre la pensée de Norman Angell et le wilsonisme, et il y a une autre filiation entre ces deux personnages, bien évidemment, et le projet de paix perpétuelle que l'on retrouve chez Kant. Donc ça, c'est très important. Il y a cette même critique anglo-saxonne chez l'un et l'autre. Voilà, Bainville estimait qu'il y avait un angélisme chez eux. Il disait la rançon de toute exaltation idéaliste est de ramener le rêveur sur terre, et de le ramener d'autant plus rudement qu'il a voulu voler plus haut. Et donc pour Bainville, c'est Wilson qui sera désavoué par sa représentation populaire en revenant après aux États-Unis. Ce Norman Angell sont des hommes qui n'ont pas appliqué les principes de realpolitik, et qui ont amené très sûrement, et c'est en cela qu'il y a une responsabilité des démocraties dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on ne peut pas nier, qui a été développée notamment par l'anglais Taylor, qui a un peu révisé la conception un peu monocausale de la Deuxième Guerre mondiale. Taylor montre bien, voilà, qu'il y a une responsabilité des démocraties. C'est là où le what if aurait été intéressant. Que se serait-il passé si la France avait réagi à la remilitarisation de la Rhénanie? On sait qu'Hitler aurait reculé. Voilà. Ce recul aurait peut-être retardé l'échéance. Que se serait-il passé si le front de Stresa, qui était une alliance entre l'Angleterre, entre la France, enfin c'était pas vraiment en soi une alliance, mais j'allais dire une vision commune de lutte contre l'Allemagne. Il s'agissait d'isoler l'Allemagne, et donc entre la France, l'Angleterre et l'Italie. Et le jour où l'Italie, en fait, on lui refuse son dessein colonial en Éthiopie, eh bien on pousse Mussolini dans les bras d'Hitler, et c'est là où Hitler a compris qu'il avait les mains libres et qu'il pourrait agir. Et c'est pour cette raison qu'il remercie chaleureusement Mussolini, parce que le seul à réagir à l'Anschluss et à la remilitarisation, à l'Anschluss, à l'unification de l'Autriche et de l'Allemagne, eh bien c'est Mussolini qui envoie ses troupes sur le Brenner. Alors c'est une phrase qui est très intéressante, parce que d'abord il y en a qui aujourd'hui encore l'attribuent à Clémenceau.
Pourquoi il l'attribue à Clémenceau? Parce que Clémenceau a écrit un livre, comme vous le savez, qui s'appelle Grandeur et misère d'une victoire. Donc il y a un côté un peu ambivalent à la paix. Hein. La France gagne, l'Angleterre gagne, mais c'est grandeur et misère. Parce que la France a eu des misères à pouvoir imposer son point de vue. Mais bien évidemment, c'est pas Clémenceau qui a dit que la paix était trop dure pour ce qu'elle avait de doux, qu'elle était trop douce pour ce qu'elle avait de dur. C'est Jacques Bainville, il le dit dans son livre Les conséquences politiques de la paix, qui, avec l'histoire de 3 générations, est bien évidemment son livre essentiel. Moi, c'est ce qui m'a amené à faire une thèse de doctorat sur Jacques Bainville. C'est ce livre, Les conséquences politiques de la paix, parce que j'ai mon père qui me disait, Bainville, c'est celui qui avait prédit la Deuxième Guerre mondiale. Alors en quoi elle est trop dure, cette paix? Eh bien, elle est trop dure parce qu'elle dit à l'Allemagne, vous allez signer ici, il n'y a pas de négociation possible, nous ne sommes pas comme à l'époque du traité de Vienne. Au traité de Vienne, au congrès de Vienne, pardon, souvenez-vous, la France était autour de la table, Talleyrand était autour de la table. Là, l'Allemagne n'est pas autour de la table, il y a un véritable diktat. Et on oblige l'Allemagne, et cette Allemagne devra payer une dette jusque, tenez-vous bien, 1985. 1985. Donc il y avait un certain idéalisme à penser que l'Allemagne allait payer jusqu'en 1985, vous imaginez, c'est un peu fou. Donc en cela, elle est trop dure, mais elle est trop douce. Pourquoi elle est trop douce? Parce qu'elle n'enlève pas à l'Allemagne l'essentiel, à savoir son unité. L'unité allemande, c'est ce qui obsède Bainville. Il ne fallait pas négocier avec l'Allemagne, il fallait négocier avec les Allemagnes. Il fallait, alors que l'Allemagne était au fond une nation jeune, l'Allemagne est renée de ses cendres en 1870, ni plus ni moins. Et donc, en soi, il s'agit d'une nation jeune. Alors, est-ce que Bainville sous-estime la puissance du sentiment national allemand? François-Georges Dreyfus, qui présidait mon jury de thèse, en était persuadé. Il pense que c'est une des lacunes de l'œuvre de Bainville, c'est d'avoir sous-estimé la puissance du sentiment allemand à cette époque. Alors je ne connais pas assez l'Allemagne pour l'affirmer, je pense que François-Georges Dreyfus connaissait mieux l'Allemagne que je la connais. En revanche, c'est une chose, c'est que ce scénario de division de l'Allemagne a été très sérieusement envisagé par les services du Quai d'Orsay pendant la guerre. C'est une idée dont on a parlé, mais il y avait un pays qui ne souhaitait absolument pas la division de l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, là-dessus, a œuvré main dans la main avec les États-Unis afin qu'il n'y ait pas de division de l'Allemagne. Alors qu'on aurait pu imaginer peut-être une division, non pas comme un retour au traité de Westphalie et ses dizaines et des dizaines d'entités politiques, non, mais au moins ces grands ensembles. Voilà. Alors la France a obtenu la démilitarisation de la Rhénanie, elle a obtenu des gages, et c'est ce qu'elle attendait, mais ces gages, au fond, n'ont pas été suffisants. Alors Bainville critiquait le traité de Versailles pour cela, mais on a plutôt tendance aujourd'hui, sur le plan historiographique, à réhabiliter un peu le traité de Versailles et à montrer sa flexibilité. Et d'ailleurs, Bainville le voit bien. Le traité de Versailles permet malgré tout l'occupation de la Ruhr en 1923. Et donc, elle permet l'exécution du traité sur place. Et Bainville s'en réjouit, parce qu'il voit que l'Allemagne est mauvais payeur. Et donc, il s'agit de se payer soi-même, et donc d'appliquer ce que la flexibilité du traité de Versailles permettait. Voilà. Donc il y a une critique du traité de Versailles, mais la politique, disait Maurras, est l'art du possible. Et donc ce qui est possible en 1923, c'est d'obtenir ce qu'on n'arrive pas à obtenir de la part de l'Allemagne. Et c'est l'occupation de la Ruhr. Alors l'Angleterre sera absolument pas contente de cette occupation de la Ruhr, mais l'Allemagne bien évidemment également, mais la France souhaitait retrouver
ce que disait Bainville, cette liberté de la politique française, elle était extrêmement importante à ses yeux. Bardèche critique le droit de l'homisme. Je vous disais tout à l'heure que, en fait, Bainville s'inscrivait dans un mouvement politique intellectuel, et ce mouvement politique intellectuel, c'est une conception plus des relations internationales et aussi des principes d'action. Bainville croit plus au bilatéral qu'au multilatéral ou au supranational. Et donc la conception de la politique étrangère, les principes de la politique étrangère développés par la SDN, et la Société des Nations, qui sont au fond des principes protestants. Et c'est la critique protestante chez la critique des anglo-saxons et de leur conception de la politique étrangère, et existe chez Bainville. Bardèche la reprend, il n'est pas le seul. Je pense que De Gaulle, le général de Gaulle, en 43, 44, 45, sa conception de la politique étrangère est une conception bainvillienne. Quand François Mitterrand tarde, c'est moins qu'on puisse dire, à reconnaître l'unité allemande, ou en tous les cas les révolutions à l'Est qui peu à peu vont amener l'Allemagne à se réunifier, il le fait parce qu'il a connu ce qu'était l'Allemagne unifiée. Et il en a peur parce qu'il est né là-dedans en quelque sorte. Et il est né avec ce souvenir. Donc, et au fond, on voit que le fait que sous la Ve République, il y ait ce domaine réservé au président de la République, c'est une forme de pratique monarchique. On ne peut pas le nier, dire c'est l'aspect monarchique de la Ve République. Alors est-ce que Bainville aurait été un soutien de la Ve République ? Dominique de Cherff, qui a écrit une biographie de Jacques Bainville, le pense. Est-ce qu'il a raison ? En partie, même si Bainville, on ne peut pas sortir Bainville de son antiparlementarisme. Ça, je n'y crois pas jusqu'après son élection à l'Académie française. Après son élection, il fait un discours à ses amis. Il fait 2 discours, Bainville. Il y a le discours à l'Académie française, mais après, il y a 2 cérémonies qui sont organisées. Il y a une cérémonie avec ses amis de l'Action française, parce que la fidélité dans l'amitié était une qualité essentielle pour Bainville. Et il n'a jamais voulu écrire dans le Figaro pour rester fidèle à Maurras et à ses amis, qui était Léon Daudet. Il était plus proche humainement de Léon Daudet d'ailleurs que de Maurras. Maurras est le penseur, il y a une filiation intellectuelle, il avait beaucoup de respect pour Maurras. Et sortir Bainville de la pensée maurrassienne, je pense qu'il faut ramer intellectuellement pour le faire. Même si, encore une fois, je pense qu'intellectuellement, il n'aurait pas désavoué ce domaine réservé propre à la Ve République. Mais le parlementarisme, il le critique devant ses amis, juste après son élection à l'Académie française en 1935, si mes souvenirs sont bons. Et le deuxième discours, c'est le discours qu'il fait au monde officiel, le monde littéraire. Bainville, c'est un Daudet à rebours. Daudet s'est marié avec la petite fille de Victor Hugo. C'était un homme, le fils d'Alphonse Daudet, qui vivait dans le tout Paris, dans la mondanité, et qui peu à peu, en fait, se reclut. Bainville, c'est tout le contraire. Bainville, il vient d'un milieu, bourgeoisie moyenne, de banlieue, et peu à peu, il s'investit dans le monde parisien, notamment grâce à son épouse, Jeanne Niobé, qui faisait partie du tout Paris. Voilà. On dit qu'elle a beaucoup agi pour l'élection de son mari à l'Académie française. La question des dictateurs, elle est très intéressante parce que la dictature, finalement, c'est sa grande leçon,
il faut l'éviter, ça c'est clair, il le dit noir sur blanc, mais elle arrive le plus souvent imposée par les circonstances. Voilà. La loi de dépendance dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il y a un blocage et il y a une personne plus intelligente que les autres qui sort du lot et qui instaure un régime dictatorial. Il y a autant de dictatures à droite qu'à gauche. Ça c'est une évidence. La monarchie, en fait, si vous voulez, son soutien de la monarchie, je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de cette intervention, c'est la question de la continuité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des monarques faibles, mais un monarque pour Bainville, en tous les cas une éducation monarchique, sera une éducation telle que eh bien, il s'agira de mettre le meilleur du côté du futur souverain. Et pour lui, c'est un principe de stabilité. Il y a un principe de stabilité, il y a un principe de continuité qui lui semble extrêmement important. Il n'y a pas du tout de romantisme chez lui. Il fait du maurassisme là-dessus. Il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a pas d'originalité dans la pensée bainvillienne sur cette question. Le penseur de la monarchie, c'est bien Maurras, et les canons maurassiens sont repris par Bainville sur le sujet. Mais son domaine de prédilection, ce sera la politique étrangère, ce que je disais tout à l'heure, et donc il montre cette fragilité. Je parle de fragilité parce que la monarchie, le symbole de la monarchie française, ce sont les fleurs de lys. Et la fleur de lys, le lys, c'est une fleur fragile. Pendant que les autres couronnes avaient des lions, avaient des aigles, disait-il, la France, elle, avait une fleur fragile. Alors ça ne veut pas dire que la France n'a pas fait la guerre. La France a fait la guerre. Je parlais tout à l'heure de Louis XIV, en disant que sous son règne, pas une fois, et puis sous Louis XV ni sous Louis XVI, la France n'a été envahie. Ça ne veut pas dire que la France n'a pas fait la guerre. La France a fait la guerre. Elle a même fait beaucoup la guerre, notamment sous Louis XIV. Voilà, donc... mais il y a toute une conception, voilà, le dernier moyen des rois, vous savez, c'est ce qu'on faisait graver sur les canons, parce que quand la diplomatie ne fonctionnait plus, il s'agissait d'utiliser ce dernier moyen. Ce qui me semble important, bien évidemment, c'est que oui, je suis bainvillien, dans la mesure où je pense que on ne peut pas comprendre les peuples, on ne peut pas comprendre les États sans leur histoire. Et même dans le domaine finalement de l'Église sur lequel je travaille aujourd'hui, on a beaucoup parlé du synode sur l'Amazonie, on parle beaucoup du pape François, on parle beaucoup de ses origines. On ne peut pas comprendre le pape François sans prendre en compte le milieu où il est né, où il a évolué, où il s'est formé, son pays, son continent. Voilà. C'est pour cette raison qu'il y a un décalage, je pense, entre le pape François et l'Europe. Il a du mal à comprendre cette Europe. Voilà. Donc, après, il a une charge qui est celle d'être à la tête de l'Église, et il doit prendre tous les partis en compte. Enfin, non pas tous les partis, il doit garder un principe de neutralité, mais c'est très difficile d'avoir une vision globale et d'avoir une vision universelle. Eh bien, à rebours, un État, il peut avoir une vision universelle, et nous, Français, nous sommes bien placés pour donner la leçon aux autres, sauf que s'il y a bien une leçon que nous apporte Bainville, c'est de savoir aussi se mettre à la place de l'autre, et je pense que c'est un exercice qu'on fait assez mal de manière générale, et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'un réseau d'ambassadeurs qui soit capable justement de s'intégrer dans le milieu, dans
dans la culture du pays, afin de promouvoir notre propre culture dans le dit pays, mais aussi de mieux comprendre ce pays pour fournir des informations sur ce qu'il s'y passe. Voilà. Ça, c'est une évidence. Donc, on ne peut pas faire table rase du passé, ça je n'y crois pas. C'est un peu comme la nature, c'est-à-dire qu'à un moment la nature reprend ses droits. Je crois que sans tomber dans le déterminisme, hein, la politique est plastique, il n'y a pas de déterminisme chez Bainville. Ça c'est très important, il n'y a pas de déterminisme chez Bainville. Il n'y a pas de toujours plus ou toujours moins. Non, la nature est plastique, elle est malléable. On pense que le royalisme avait une conception figée des choses, mais c'est faux, c'est faux. Absolument pas. La monarchie telle qu'elle est sous Philippe le Bel n'est pas la même que sous Louis XIV. C'est une évidence, les choses ont évolué. Il y a eu une centralisation qui s'est développée, et la centralisation Louis XIVienne n'est pas la centralisation républicaine. Voilà, donc il y a une plasticité dans la politique, et c'est pour cette raison que Bainville croyait en l'action. Et ça, c'est très important, parce que on en fait une sorte de pessimiste. Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée, c'est de savoir, parce qu'il disait, j'ai retrouvé un petit cahier qui s'appelle Pour moi, qui est une sorte de petit cahier d'écolier, dont j'ai publié l'intégralité du texte dans l'édition des œuvres de Bainville, dans la collection bouquins. Et dans ce cahier, qui est daté de 1929, il vient de perdre sa mère, et en fait il dit se battre contre son nihilisme. Il dit je me bats pour avoir une idée par jour. C'est difficile d'écrire un article par jour intelligent. Quand vous lisez Bainville, voilà, il y a une cure intellectuelle, ça c'est évident. Donc il dit se battre contre son nihilisme. Et je pense, c'est une de mes thèses, qu'il s'est réfugié aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que les travaux historiques étaient peut-être plus importants à la fin de sa vie qu'au début de son existence. C'est son Napoléon. Puis il essaie de prendre du recul sur la Troisième République et de faire une histoire de la Troisième République. Il commence à préparer un Louis XVI. Tout ça, c'est très difficile de cerner le personnage et de savoir si ce nihilisme était constant, s'il y avait un pessimisme, s'il ne croyait plus en rien en fait. Alors que par ailleurs, comme le disait Maurras, hein, la politique est l'art du possible, et je disais tout à l'heure que Bainville est plus maurassien que Charles Maurras lui-même, et qu'il faut essayer, et il faut agir. Voilà. Mais à un moment, il y avait ce sentiment de l'inéluctable, et cet inéluctable, si vous voulez, il ne l'aura pas vu, puisqu'il meurt en février 1936, et qu'un mois après, ou 2 mois après, c'est la remilitarisation de la Rhénanie. Je termine mieux. Est-ce que Bainville aurait été satisfait de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui ? C'est une grande question parce que, comme vous le savez, j'ai créé une radio qui s'appelle Storia Voce, qui est une radio web, et qui met en valeur les travaux universitaires. Et les travaux universitaires ne sont pas les mêmes qu'à la fin du XIXe siècle, et la recherche historique évolue. Et bien évidemment, cette recherche a des conséquences dans les manuels scolaires. L'histoire des annales est passée par là, l'histoire des annales marxistes est passée par là, l'histoire des sociétés est passée par là, l'histoire économique, bien évidemment, est devenue très importante. Mon professeur de thèse, Georges-Henri Soutou, a fait une thèse sur les buts économiques de la guerre. Donc c'est l'économie qui est importante ici, mais malgré tout, chez Georges-Henri Soutou, c'est le fait politique qui est le plus important. Et Storia Voce, sans mettre de côté les nouveautés historiographiques qui me semblent importantes, la sociologie historique,
Je travaille actuellement sur le christianisme antique. Et dans le christianisme antique, la sociologie historique est extrêmement importante. Est-ce que la représentation que l'on se fait de la foi aujourd'hui est la même que l'on se faisait à l'époque ? Je travaille sur Saint-Pierre. Qui était Saint-Pierre ? Quel était le pécheur ? Quel pécheur était-il ? Est-ce qu'il gagnait bien sa vie ? Tout ça, ce sont des éléments historiographiques qui sont nouveaux et qui sont le fruit de la recherche, on va dire, des 30 dernières années. Et donc ça me semble important. Mais, et c'est la ligne éditoriale de Storia Voce, c'est que Storia Voce souhaite bien évidemment mettre en avant l'histoire politique, parce que je pense que c'est ce qui intéresse d'abord la grande histoire. Bien évidemment, Patrick Boucheron a écrit son histoire mondiale de la France. En 1917, il met, un de ses auteurs met en avant l'histoire d'un village kanak, si mes souvenirs sont bons, alors qu'en 1917, c'est l'année charnière de la Grande Guerre. Bon, je pense qu'il est plus intéressant d'étudier l'année charnière de la Grande Guerre, et que d'ailleurs l'historiographie politique nous réserve des surprises. L'historiographie par exemple de la Deuxième Guerre mondiale se déplace peu à peu à l'Est, parce qu'il y a eu l'ouverture des archives soviétiques, et qu'on voit bien que l'importance du front russe dans le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il est davantage mis en avant dans les études aujourd'hui. Voilà. Alors est-ce que Bainville aurait apprécié l'enseignement de l'histoire ? Je pense qu'il aurait été très dérouté par le fait que l'histoire intègre des nouveautés comme l'histoire sociologique. Moins peut-être l'histoire économique, parce que c'était, sans être un économiste, Bainville était passionné d'économie et écrivait dans Le Capital, qui était un hebdomadaire, qui était l'hebdomadaire économique, et il avait l'habitude de dire que s'il avait suivi ses propres conseils qu'il avait donnés en bourse, il serait devenu millionnaire. Mais donc pour revenir à l'histoire, je pense qu'il aurait été un peu dérouté par la façon dont on enseigne l'histoire, mais politique d'abord. Voilà, politique d'abord, encore une fois, Bainville est maurassien, et la politique, c'est ce qui lui semble le plus important dans l'histoire.